fait moins riche en oxygène. En termes physiques, évidemment, c'est quelque chose qui est très difficile. Lui, maintenant, il est champion du monde de jet ski. Ça fait des années qu'il développe également un système équivalent à propulsion maritime. Donc lui, il a déjà créé des milliers de systèmes comme ça qui vont partout dans le monde, qu'on voit maintenant sur les plages. Donc il est très habitué, c'est un entrepreneur. Ça fait des années qu'il développait ce système. Il a eu énormément de difficultés à le mettre en œuvre, notamment pour des questions réglementaires. On sait qu'au début, la DGAC, donc l'aviation civile, c'était un système qui était totalement innovant, donc il n'existait pas de réglementation. Ils ont dû créer la réglementation, ça a été tellement compliqué pour lui qu'il a failli partir aux États-Unis. Finalement, c'est la direction de l'armement qui a réussi à l'aider, à l'accompagner pour que réglementairement il puisse faire son développement en France. On entend le bruit peut-être. Voilà, des machines qui sont allumées là, donc c'est vraiment le départ est imminent, voilà. Et donc finalement, il a réussi, avec le soutien de l'armée, à développer son système en France. Encore une fois, parce que, alors on voit pour le grand public, on imagine quelque chose qui est très loisir, fun pour pouvoir se déplacer. Mais les militaires, évidemment, il y a des évacuations, il y a accès à des signes de grande hauteur pour les pompiers. On peut imaginer beaucoup de choses. Les machines qui sont allumées, on va donc retourner sur place, retrouver Amélie Rosing. Donc dernier réglage, départ imminent, Amélie. Oui, tout à fait, les machines, il vient de les allumer, vous entendez le bruit est très fort, il y a 2 hélicoptères qui tournent autour de nous, ce sont les 2 hélicoptères qui vont le suivre et regardez, ça y est, il est parti, Francky Zapata, direction la Grande-Bretagne. Effectivement, il est parti, on retiendra ce moment. Viva Zapata. Voilà, donc va-t-il réussir ce défi fou? Bah écoutez, on l'espère. Ce qui est sûr, c'est que là, avec Francky Zapata, c'est pratiquement une nouvelle façon de voler qui est inventée. Il y a plus d'ailes, là c'est juste de la physique, s'il fallait résumer les choses. C'est de la poussée pure. Moi je peux pas m'empêcher de sourire quand je vois ça parce que c'est une innovation. La traversée de la Manche est quelque chose systématiquement, toutes les grandes inventions aéronautiques, c'est un passage, que vous soyez sur Blériot évidemment avec les tout premiers avions, mais les premiers hélicoptères, les premiers systèmes de drones à pédales, enfin tous les avions électriques, systématiquement la traversée de la Manche, c'est un rite, c'est systématique. Donc là, rendez-vous dans 10 minutes parce que je pense pas qu'on ait d'image au milieu de la Manche. On va continuer à le suivre. Jean Felzer, vous suivez évidemment ces images avec nous. Vous regardez cela, j'imagine, avec beaucoup d'attention, peut-être un peu d'émotion aujourd'hui parce que c'est un Français avec son invention, alors qu'aujourd'hui, ceux qui font rêver sont des milliardaires américains qui veulent nous emmener comme des touristes dans l'espace ou sur Mars. Et puis là, il y a ce Français qui, avec cette invention, est regardé sans doute dans le monde entier. Oui, on revient un petit peu aux fondamentaux. C'est vrai que ça a commencé avec Blériot. Blériot, d'ailleurs, qui tenait absolument, parce que c'était déjà un exploit récompensé par un prix, par un magazine, par un journal. Et donc, il voulait tellement partir que, malheureusement, il s'était cassé la jambe quelques jours avant. Il est parti avec des béquilles pour l'information. Donc, il tenait vraiment, et ça a donné une phrase qui est devenue célèbre. Désormais, l'Angleterre n'est plus une île. Donc, effectivement, on marque le territoire. On pense à chaque record de ces traversées, il y en a eu de nombreuses. Un livre aussi, par exemple, qui est un Suisse, qui a traversé la Manche en 2008 avec des petits réacteurs à peu près les mêmes que ceux qu'on voit ici. Et sauf que lui, il l'a fait d'une traite parce que ce sont des mini-ailes qu'on accroche dans le dos comme un sac à dos et qui lui permet de voler à 300 km/h. Donc, ce sont des explorations de domaines de vol qu'on ne connaît pas trop et c'est assez intéressant parce que ça fait avancer la science. C'est pas un hasard d'ailleurs si la DGA, Direction Générale de l'Armement, s'est intéressée à ça et qui a donné les autorisations, notamment pour les Champs-Élysées, alors que l'aviation civile n'était pas très favorable. Alors Francky Zapata, lui, il dit que c'est un rêve de gosse. Beaucoup disent que c'est un défi. Bien sûr, c'est un défi. Un pari fou. Un pari trop fou, Gérard ? Oui, c'est un pari, non, pas trop fou, mais moi, ce qui m'étonne, c'est que il n'y a apparemment pas de parachute, à moins que il l'ait quelque part. Ça servirait pas à grand chose parce que on est trop bas pour qu'il puisse se déployer. Mais en ULM, on a ce qu'on appelle les parachutes pyrotechniques, c'est-à-dire c'est une petite fusée qui vous emmène le parachute et vous pouvez vous sauver de cette façon. Mais comme il est déjà très très lourd, il pouvait pas emporter 20 kilos de plus parce que ça devenait intenable. Et là, il doit jouer avec les différents paramètres, embarquer plus de pétrole pour faire la traversée en direct. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus lourd, ça veut dire des réacteurs plus puissants, donc qui consomment plus, etc. Donc il y a un chemin intermédiaire à faire
pour que ça devienne crédible. Alors malheureusement, c'est la logistique là pour le coup qui est le point faible, le maillon faible, parce qu'il faut se poser avec de la houle et c'est pas évident du tout. Il aurait mieux valu qu'il fasse un vol direct, mais comme il ne plane pas et qu'il n'a pas d'aile, eh ben ça veut dire qu'il consomme énormément. Il consomme à peu près 1 litre par kilomètre, c'est considérable, et il faut tenir compte de beaucoup d'éléments, y compris ce qu'on voit.